Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurin avec un nouvel épisode de notre série Nos francophones ont du talent, projet radiophonique et audiovisuel qui vous permettra de découvrir tous ces francophones de la région de Grand Toronto et de l'Ontario qui font bouger les lignes en français. Une émission rendue possible grâce au soutien du gouvernement de l'Ontario. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir ici en studio, dans le studio numéro 1, Monsieur Soufiane Chakouche, auteur franco-ontarien, franco-torontois, pour parler de son parcours, pour revenir sur ses amours littéraires et puis sur ses réalisations, pour parler également de son métier de journalisme et de ses passions, de sa passion pour la ville reine, une passion récente, mais on va en parler. Soufiane, bonjour. Oui, bonjour Guillaume, merci de m'avoir invité et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Merci d'être avec nous, merci de te prêter au jeu du question-réponse dans cette émission Nos francophones ont du talent. On va revenir en arrière ensemble et commencer à Casablanca où tu es né peut-être. Rappelle-nous en quelques mots ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé finalement jusqu'à Toronto il y a quelques années. Écoute, comme tu viens de le dire, je suis né à Casablanca. J'ai vécu à Casablanca jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, je suis parti à Marrakech où j'ai vécu jusqu'au baccalauréat, de ce qu'on appelle le bac là-bas, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans. Ouais. Après, je suis parti en France pour faire mes études. Moi, j'ai fait des études en ingénierie. Enfin, je suis ingénieur de formation. Alors, j'allais te demander ton bac littéraire. Non, bac pas scientifique. du tout. Bac Scientifique. Bac scientifique. Et voilà, je suis parti en France. J'ai fait mes études supérieures. J'ai fait un diplôme en ingénierie de génie civil. Et je suis aussi ingénieur en statistique décisionnelle. C'est ce que j'ai fait comme étude à la base en France. Après, je suis revenu au Maroc pour travailler là-bas et j'ai travaillé là-bas. J'ai ouvert un bureau d'études en génie civil et j'ai travaillé là-bas dans ce bureau d'études pendant 5 ans avant de tout plaquer pour vivre des mots, MOTS, alors que c'était vraiment... Enfin, tout le monde me disait... mais tu es fou de faire ça, personne ne vit avec les mots dans ce pays, même d'ailleurs dans le monde. Hein. Donc, et juste après ça, après ça, en 2018, j'ai décidé d'immigrer au Canada. À la base, c'est peut-être une de tes questions, mais à la base, c'était prévu que j'aille à Montréal. Ok. Et Toronto, c'était juste une étape. Mais j'ai tellement aimé la ville que je suis resté ici. Voilà. Ça fait plaisir de l'entendre, mais on va certainement creuser le sujet. Avant de partir vers les mots MOTS et vers ton amour de la littérature, ce qui nous intéressera certainement le plus dans cette émission. Ingénieur en génie civil, et tu me dis avoir ouvert un cabinet. Moi qui suis béotien en la matière, explique-moi en 2 mots, essaye de le faire en tout cas. De quoi s'agit-il ? Il s'agissait en fait, c'est le domaine de la construction. Il s'agissait, pour un peu résumer ça, de faire les calculs des structures. Avant que le plan, par exemple, d'un bâtiment ne passe chez l'architecte, il passe par un bureau d'études où on fait tout ce qui est calcul de structure, de résistance, tout ça, pour avoir le volume de l'ossature à mettre dans le bâtiment, ce genre de choses. Ouais, c'est quand même assez poussé. Mais maintenant, ça se fait beaucoup par des logiciels qui font presque tout. Mais bon, il y a toujours le travail de l'ingénieur. Maintenant, il est plus sur le chantier quand il y a un problème ou une urgence qu'il doit régler sur place. C'est plus maintenant ça, le travail d'ingénieur dans ce domaine-là. Donc voilà, j'étais ingénieur dans ce bureau d'études que j'avais ouvert avec mon père, que Dieu ait son âme. Et voilà, ça consistait grosso modo à construire, à faire des plans de structure. C'était donc une vocation familiale, ton père était déjà dans le domaine? C'est ça. Mon père était dans le domaine, exactement. C'était vocation, non.
parce que je l'ai fait, je te cache pas, Guillaume, que j'ai fait ça pour faire plaisir à mon papa. C'est ça. Donc j'ai eu mon diplôme, j'ai bossé là-dedans, c'était vraiment pas pour moi. C'était vraiment, j'allais pas passer ma vie là-dedans. Donc j'ai fait un 180 degrés et j'ai décidé de vivre parce que j'ai toujours écrit. Hein, mais Alors en c'était ma question justement, puisque je comprends que c'était pas une vocation et que tu avais peut-être d'autres passions que tu n'osais peut-être pas encore faire passer en avant et tu rêvais peut-être d'en vivre. Mais est-ce que justement, adolescent, jeune homme, quels étaient ta vision de l'avenir, comment est-ce que tu te rêvais, comment est-ce que tu rêvais ta carrière? Est-ce que tu voyais déjà une carrière littéraire? Non, franchement, j'ai même à peine, il y a 15 ans de ça, si on m'avait dit que tu allais être écrivain, j'allais dire c'est pas possible. Je me voyais pas du tout écrivain. Pour moi, même quand j'ai écrit mes 2 premiers romans, je me considérais pas encore comme écrivain. Parce que je me considère un peu comme, comment dire, comme quelqu'un qui est un opportuniste, quelque, quelque part. C'est au 3e roman que je commençais à me dire, c'est vraiment écrivain, il faut l'accepter. Ah oui. Voilà. Est-ce que est-ce que c'est un excès de modestie ou est-ce que c'est parce que ça prend vraiment de faire ça à 100%, de penser en permanence en tant qu'écrivain pour se sentir écrivain? Ou parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens pour qui l'écriture est un deuxième métier ou un troisième métier, entre guillemets, qui, même si ils se considèrent avant tout comme écrivains et c'est leur passion première, ont un métier alimentaire nécessairement pour vivre. Et est-ce que on se considère artiste? Est-ce qu'on se considère écrivain? Est-ce qu'on se considère musicien parce que c'est notre passion première ou parce que on y consacre tout notre temps? Voilà, pour moi, on est la chose dans laquelle on passe le plus de temps. Et pour écrire un livre, on passe beaucoup de temps. C'est ça. D'ailleurs, j'arrête pas de le dire, c'est le métier le moins bien payé au monde, dans la mesure où le temps passé et ce qu'on est et l'argent qu'on gagne par rapport au temps qu'on passe dessus, si on calcule, on va trouver quelques centimes de l'heure. Donc c'est vraiment le boulot le moins bien payé au monde. Mais tu disais tout à l'heure, c'est peut-être par un excès de modestie. Je pense pas, parce que déjà, l'excès et la modestie, ça va pas ensemble. C'est 2 mots qui ne collent pas dans ma tête. Mais non, c'est pas une question de modestie. En fait, c'est une question de... Pour moi, les écrivains, j'accordais tellement une place importante aux écrivains que pour moi, c'était pas possible de devenir un écrivain. C'était des gens... J'ai pas envie de dire supérieur, mais c'était des gens, on va dire, pour moi, qui revêtaient de quelque chose d'un peu mystique. Tu les mettais sur un véritable piédestal. Exactement. Et je pouvais pas me voir au même piédestal, comme tu dis, que c'est vraiment au bout du 3e, je me suis débarrassé de ça. Au bout du 3e roman, il fallait... alors que mon 2e roman, peut-être qu'on va y revenir, mon 2e roman, L'inspecteur Delille à Paris, il a été comme un finaliste du Grand Prix de littérature policière, qui est un peu... en Europe, qui est un peu l'équivalent du prix Goncourt, mais pour le polar. Mais malgré tout ça, je ne me sentais pas vraiment écrivain. C'est au bout vraiment du 3e, comme je l'ai dit, que je me suis dit, écoute, t'es écrivain, il y a des gens qui te lisent, il y a des journalistes qui t'invitent pour faire des interviews, donc tu es ce que tu es écrivain, et tu passes tout ton temps presque à écrire, donc tu es écrivain, voilà. On va revenir sur les livres et essayer de détailler un petit peu la progression, le succès, effectivement, qui arrive bon, on a l'impression assez vite, mais j'imagine qu'il y a de longues années de travail, d'écriture derrière tout ça. Mais Sofiane, quels étaient tes modèles lorsque tu disais que les écrivains que tu connaissais, que tu lisais, justement, tu les mettais sur une sorte de piédestal presque mystique, pour reprendre tes mots. On parle de qui, là? Quelles étaient tes références de l'époque? Je lis un peu de tout, même maintenant, je lis un peu de tout, en sachant que je ne suis pas un rat des bibliothèques, comme on dit. Allez, si je vais te donner
une statistique, je lis entre 7 ou 8 romans ou livres par an. Okay. Donc je ne suis pas un grand lecteur. D'accord, mais bon, je lisais quand même Amin Malouf, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Driss, il y avait beaucoup de littérature arabe, je lisais là-bas. Najib Mahfoud, pour le polar, je lisais les SAS, beaucoup les SAS, Seul Conan Doyle, c'est ça aussi, le célèbre créateur le créateur du célèbre Sherlock Holmes. Donc je lisais un peu de tout. C'est pour ça que je pense que j'utilise ce tout-là, je l'utilise dans mes écrits parce que c'est une chance de pouvoir lire l'arabe, pouvoir lire le français, pouvoir lire l'anglais maintenant un peu. Bon, je lis un peu l'anglais, pas beaucoup, mais je m'y mets. C'est un peu une chance de puiser dans tout ça. Pour moi, c'était vraiment une chance. Tu considères que tu fais une sorte de syncrétisme, que tu vas puiser justement dans des influences littéraires ou culturelles de ces différents pays par lesquels tu es passé, qui ont fait ce que tu es aujourd'hui? Exactement. Moi, je puise pas dans les écrits des autres, mais je puise plus dans la vie quotidienne des gens de tous les jours, des situations de tous les jours. Voilà, j'ai vécu dans trois continents différents. Ça aide vraiment beaucoup. Et voilà, c'est toujours une richesse d'avoir plusieurs cultures. C'est vraiment une richesse. C'est pour ça que je ne comprends pas, je ne vais pas rentrer dans des débats comme ça, mais je ne comprends pas les identitaires, les gens qui te disent « ouais, ma culture ». Non, au contraire, plus tu as de culture, et mieux tu te porteras. Ça, c'est une vérité c'est une vérité pour moi. C'est très intéressant et ça fait plaisir de l'entendre, surtout pour nous autres ici à Choc FM qui vivons au quotidien dans une ville si multiculturelle avec au sein même de la francophonie différentes origines, différentes cultures qui s'entrechoquent et qui font aussi toute la richesse et la beauté de ce que l'on diffuse sur ces ondes. C'est vrai. Sofiane, on va avancer dans le temps et on va arriver au moment où la décision est prise de venir au Canada. Je pense qu'il y a un processus là, effectivement, comme presque une petite révolution, et on le sait tous celles et ceux qui ont fait le grand saut de l'immigration, quel que soit le pays de départ et quel que soit le pays d'arrivée, c'est quand même un saut vers l'inconnu presque. Pour ma première question, pourquoi avoir choisi Toronto comme destination? Toronto, moi au début c'était bon, je me suis renseigné quand même parce que là il suffit d'avoir un ordinateur connecté devant soi et on a les infos qu'il faut et on peut même regarder sur place ce qui se passe. Moi j'ai choisi Toronto, l'Ontario en fait parce que la procédure de migration en tant que Marocain depuis le Maroc était beaucoup plus rapide que pour le Québec. D'accord. Et voilà. Au début, mon plan, c'était de venir ici avec ma petite famille, avec petit Sam, ma femme que je salue, et mon bébé qui est né ici. Mais c'était de rester. Notre objectif, c'était de rester un peu à Toronto, le temps de s'acclimater et tout ça, et après partir au Québec, qui sont francophones. Nous, au Maroc, on est francophones. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous là-bas. Mais encore une fois, on a tellement aimé cette ville. On y est resté. Et en plus, il y a eu la Covid qui est arrivée. Et voilà, on était obligé un peu de rester là. Mais on aime beaucoup. Qu'est-ce qui vous a... On va revenir à la littérature, évidemment, dans un instant. Mais qu'est-ce qui vous a séduit en deux mots sur la vie à Toronto, malgré le choc culturel, malgré le choc de langue? Moi, on est arrivé en juin 2018, d'accord? Donc en plein été, avant la pandémie. Et je me rappelle, j'avais vraiment halluciné le nombre d'événements culturels qui se passaient dans cette ville par jour. C'est vrai. Donc il suffisait d'ouvrir encore une fois l'ordi, de regarder le programme et on avait le choix. Et moi, dès que j'ai vu ça, premier mois, dès que j'ai vu, et surtout l'été ici, comme tu sais Guillaume, il y a vraiment beaucoup d'activités culturelles ici. Donc j'ai vu tellement de choix, tellement de concerts, d'expositions.
et la plupart étaient gratuites. Je me suis dit, c'est là, il faut vivre ici. Pour ce que j'aime dans la vie, c'est ici. C'est ça en fait, c'est vraiment la vie culturelle qui m'a beaucoup attiré ici. Et aussi j'avais un sentiment étrange, j'en ai jamais parlé, mais c'est en fait, pour la première fois, pourtant j'ai visité beaucoup de pays, hein, j'ai dû faire une trentaine de pays dans ma vie que j'ai visité. Ouais, je voyageais beaucoup. On voyageait beaucoup. Voyageur. On voyageait beaucoup. Et c'était la première fois vraiment que je me suis senti citoyen du monde. Je me suis senti ni maghrébin, je me suis senti parce que quand j'ai eu cette vision de guillemets, j'étais dans le métro et dans la rame de métro, il y avait 6 ou 7 langues qui se parlaient en même temps. Exact. J'étais là et je me suis dit mais c'est là. Moi je suis plus dans une philosophie plus, on va dire, pour moi, mon identité, c'est la Terre, c'est la planète Terre, c'est pas des frontières, c'est vraiment toute la planète. Et j'ai senti vraiment que j'étais citoyen de cette Terre-là et pas citoyen d'Afrique ou citoyen ou maghrébin. C'est la première fois que j'avais ce sentiment, en tout cas, et c'était à Toronto. C'est la vérité. Alors, tu n'écris pas vraiment de la science-fiction, encore qu'on on y reviendra, mais est-ce que tu pourrais imaginer justement que le monde tel qu'on le connaît d'ici quelques décennies, quelques siècles, se transforme en une sorte de vaste Toronto, où l'ensemble des cultures se cohabitent comme ça un petit peu? C'est une question piège, ça. Non, c'est une forme d'utopie peut-être. D'utopie, ouais. Ouais, bah ça va rester. Pour moi, c'est une utopie vu ce qui se passe maintenant, tout ce qui se passe. Ben, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, le seul chantier qui ne s'est pas arrêté depuis que l'homme est homme, c'est la guerre. Il y a toujours eu des guerres. Il n'y a jamais eu un seul jour où il n'y a pas eu une guerre dans le monde. Il y a toujours une guerre. C'est pour ça que je me dis, c'est quand même un peu dur. Quand on voit par exemple là en Europe, il y a beaucoup de montées d'extrémisme, que ce soit des deux côtés. Hein. Beaucoup de montées d'extrémisme, beaucoup Là, par exemple, moi j'ai fait, comme je t'avais dit, je fais mes études en France, à Montpellier. Et voilà, à l'époque, maintenant j'entends des choses, je regarde parfois la télé française, on entend des choses sur des plateaux télé que c'était impensable de les entendre avant par rapport au racisme, tout ça. C'était impensable Donc je ne sais pas si ça va dans le bon sens. Hein, je ne sais pas si un jour on pourra tous, mais c'est mon rêve. Mais je pense que pour ça, il faut que les présidents, les dirigeants de ce monde soient des femmes d'abord. Après, on verra. La féminisation du monde, c'est peut-être ça la clé. Tu as été journaliste avant même de venir au Canada. Ce métier-là, j'imagine qu'il a aussi nourri ton écriture, on va y revenir, et ça t'a permis peut-être de focaliser davantage encore ton attention sur ton entourage et de t'inspirer de la vie de tous les jours, de t'inspirer de tes concitoyens. Et tu as aussi beaucoup voyagé, tu le disais. Malgré le fait qu'on soit de plus en plus connecté, de plus en plus informé, justement, ces extrémismes montent un peu partout. Est-ce que tu penses qu'on est, entre guillemets, protégé à Toronto du fait que l'on soit si multiculturel Oui, je pense qu'à Toronto, je ne suis pas du tout expert, peut-être que je dis des bêtises, mais je pense qu'à Toronto, au Canada en général, on est protégé de ça. Pourquoi? Parce que l'histoire de ce pays, la courte histoire de ce pays, elle est basée sur ce melting pot, on va dire. Le pays est tellement vaste, on a besoin de ces gens-là. On a besoin que les gens arrivent tous les jours dans ce pays pour y vivre, pour que l'économie tourne, pour que le pays tourne. Donc je ne pense pas, et le pays est tellement vaste que je pense toute l'Afrique pourra habiter ici. mais je pense qu'on est protégé par rapport à ça. Et plus le temps avance, et plus il y a ce melting pot, moins il y aura des montées d'extrémisme, on va dire. C'est ce que je pense par rapport à Toronto, et je pense que ça va continuer comme ça.
Alors, on ne suit pas exactement la chronologie, mais lorsque tu décides d'écrire ton premier roman, qu'est-ce qui te passe dans la tête? Est-ce que c'est un processus soudain ou est-ce que tu as déjà maturé ça pendant des années? Est-ce que tu as déjà écrit des tas d'essais et tu as finalement décidé de passer à l'acte et d'essayer de publier? Comment est-ce que se passe le processus? Je crois que c'était une nouvelle qui s'appelait Le Troisième Œil. Troisième œil, exactement. Bah, la première, mon premier écrit publié, parce que en fait, Publié. j'ai toujours écrit hein, depuis Ouais. que je suis petit, mais secrètement, vraiment, ça Ok. m'arrivait de jeter, même de brûler, pour qu'on ne tombe pas dessus, brûler les feuilles que j'écrivais. J'écrivais des chansons, j'écrivais des lettres Ah ouais? d'amour. Tu sais, Guillaume, c'est par rapport aux lettres d'amour que j'écrivais à mes amoureuses quand j'étais petit. C'est là où j'ai compris le pouvoir des mots. Et mots, encore une fois. C'est par rapport à ces lettres-là, ce que les mots peuvent faire, L'émotion qui peut l'émotion être qui transmise. peut être engendrée avec les mots. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même, il y a un pouvoir derrière ça. Je ne cherche pas le pouvoir, mais c'est quand même il y a quelque chose il y a une sorte de pouvoir derrière ça. Et donc j'écrivais en secret, j'écrivais des choses comme ça, mais jamais publié. Et quand je bossais là, quand je travaillais à Marrakech et j'avais le bureau d'études, j'avais des problèmes au travail. Et je passais devant l'Institut français, à l'époque c'était le CCF, Centre culturel français, l'Institut français, et je vois une pancarte disant le concours national de Nouvelle Noire. Un concours, voilà. C'est un concours. C'est un concours qui a déclenché finalement ouais. le fait que tu oses aller plus loin et te lancer. Que je ose proposer ce que j'écris. Ouais. Et c'est là où j'écris la nouvelle, Le Troisième Œil. Et cette nouvelle-là, c'est dans cette nouvelle-là que mon personnage fétiche de l'inspecteur Delille, il vient de cette nouvelle-là. Hein. Dès le départ. Dès le départ. Donc j'ai soumis cette nouvelle-là. Et voilà, à ma grande surprise, juste après, j'étais parmi les 11 lauréats, donc j'étais publié, tout ça. Et il y avait un éditeur au Maroc, une maison d'édition, qui a lu la nouvelle et ils ont aimé le personnage principal, l'inspecteur Delille. Donc ils l'ont tellement aimé qu'ils m'ont contacté, ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresse d'en faire un roman. Faire un autre. Mais un roman, pas une nouvelle. Faire un roman avec ce personnage principal. Donc moi, c'était presque une commande que j'ai reçue. Le sentiment de gagner le loto, là, quasiment. Exactement. Parce que pour un premier roman, juste pour te dire, pour publier un premier roman, c'est quand même pas 0,1% de chance pour le publier. C'est ça. C'est vraiment très très dur de publier, surtout le premier roman. Et pour moi, c'était comme une espèce de commande qu'on me passe. Donc j'ai dit oui, bien sûr, j'ai tout laissé tomber. Qu'est-ce qu'a dit ton entourage au moment où tu t'es lancé là-dedans? Tu disais que tu écrivais presque en secret. Est-ce que ça veut dire que tu n'étais pas vraiment soutenu autour de toi, dans ta famille, Non, dans tes amis? pas vraiment. Ma famille, parce que j'ai pas une famille, personne qui est artiste dans ma famille, ma famille proche de moi. Donc ils n'étaient pas, je les comprends. Je les comprends parce qu'ils n'étaient pas trop d'accord, parce que voilà, ils craignaient un peu pour moi, comment je vais vivre. Et c'est vrai, j'ai galéré, j'ai vraiment beaucoup galéré, parce que même maintenant, jusqu'à présent, je ne vis pas qu'avec les mots, je suis obligé de travailler à côté, je suis obligé d'être journaliste, quoique c'est les mots aussi, parce que c'est de la presse écrite. Moi aussi. Mais voilà, ils n'étaient pas d'accord du tout. Mes amis, pareil, ils ne comprenaient pas ma décision. Le seul qui comprenait, c'est un ami d'enfance, Fahd Benchemsi, qui lui aussi est artiste et qui est acteur, il est un acteur connu chez nous au Maroc. Ouais. Et lui, pareil, il avait fait du droit, il a tout switché pour faire ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire l'acting. C'était vraiment le seul. On a un peu le même parcours. C'est vraiment le seul qui m'a encouragé dans cette voie-là. Et voilà, mais maintenant, ma maman qui n'est pas trop d'accord, maintenant, quand elle me voit à la télé, elle est contente. Ça fait plaisir de l'entendre. Il faut un petit grain de folie peut-être pour se lancer et croire qu'on peut aller jusqu'au bout de son rêve. Sûrement, mais franchement, est-ce que la folie, c'est pas le contraire? C'est pas le fait de ne pas aller au bout de ses rêves?
pour moi, c'est ça la vraie folie. C'est ne Intéressant. pas, pour moi, c'est normal d'essayer d'atteindre ces rêves. C'est pas du tout une folie. Au contraire, ça va dans le cours des choses. La vraie folie pour moi, c'est de ne pas tenter du moins de le faire. Parce qu'on aura toujours des regrets après. On dit souvent qu'on regrette davantage ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a fait. Voilà. Ouais. Voilà. Sofiane, on avance un petit peu. Donc, le troisième œil, c'était en 2009, si je ne m'abuse. Oui. Et puis, donc, l'inspecteur Dalil à Casablanca, publié chez Casa Express Édition en 2013. 2013, C'est exactement. ça. Donc là, tu te trouves toujours au Maroc. Là, je me trouve au Maroc, maison d'édition marocaine, lectorat marocain, critique, c'était là-bas, c'était publié là-bas. Quelle a été la réception de ce premier roman? Encore une fois, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai aucun problème à le dire. Parce que déjà, au Maroc, j'étais presque le seul à écrire des romans policiers. C'est pas une culture qu'on a là-bas. À l'époque, même les journalistes, enfin, même la critique littéraire disait, ouais, le premier à écrire vraiment un roman 100% marocain. 100% policier, 100% marocain. Alors, il y avait une fierté peut-être nationale aussi, d'un point de vue. Aussi, peut-être aussi. Mais c'était facile pour moi parce que j'étais presque le seul. Donc voilà, une fois l'éditeur était d'accord pour éditer, j'avais pas trop de concurrence, même si j'aime pas ce mot dans ce secteur-là, dans l'art en général. Mais voilà, j'étais un peu. C'est dans ce sens où j'ai dit, j'ai eu de la chance. Et après, voilà, les lecteurs. Moi, franchement, je fais ça. Vraiment, ça, je le fais pour les lecteurs, parce que c'est ça qui me plaît le plus. C'est quand les gens lisent, ils te disent, ouais, on a bien aimé, on a passé un bon moment. Le style, le genre du roman policier, bon, j'imagine qu'au Maroc, il y avait quand même des romans d'importation internationale, américains, anglais, etc. Mais ce genre-là, c'est quelque chose qui s'est imposé à toi en quelque sorte, ou tu t'es dit je vais faire un roman policier parce que c'est mon genre de prédilection, ou est-ce que c'était quel a été le concours de circonstances? En fait, comme je t'ai dit, c'est pas parce que j'ai eu une commande. C'est vraiment ça que tu as dit, l'inspecteur. Parce que La Nouvelle Noire, j'étais obligé d'écrire un roman policier parce que c'était Nouvelle Noire. Donc j'ai eu l'inspecteur Dalil, et c'est comme je t'ai dit, l'éditeur m'a contacté, il m'a dit, ouais, est-ce que ça te dérange pas d'en faire un roman? Donc ça s'est imposé à moi. Mais voilà, encore une fois, au Maroc, c'est un terreau fertile pour ça, pour les histoires policières, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, vraiment plein. C'est un peu ça qui me manque ici, un peu à Toronto. Parce que c'est vraiment, tout est cadré, tout est... les procédures pour tout. Peut-être moins de secrets, moins d'aléas, moins de zones grises. Et moi, c'est ces zones grises qui m'intéressent. C'est le polar, c'est ça. Hein. C'est des zones grises. Exact. Alors justement, mais l'inspecteur Dalil, tu en as fait une série, et finalement, c'est ton personnage le plus célèbre. Et tu le fais voyager, cet inspecteur. Il y a un livre qui vient de paraître là en 2022, l'inspecteur Dalil à Beyrouth, édition Gigal. On va y revenir, mais avant ça, il fait un saut à Paris, cet inspecteur Dalil. Pareil que tu connais bien, tu as fait une partie de tes études, c'est ça? Oui, j'ai fait une partie de mes études en France, mais moi, c'est pas une partie, j'ai fait toutes mes études en France, les études supérieures en France, mais à Montpellier, dans le sud. Montpellier et Toulouse. Ouais. Mais pareil, je connaissais parce que j'y allais souvent, j'avais des amis, j'avais même ma sœur qui était là-bas à l'époque. Et voilà, je connais Paris. Et là, tu mets le doigt sur quelque chose parce que, en fait, tous les lieux dans mes romans, c'est des lieux que j'ai visités. Que tu connais vraiment. J'ai besoin d'être là-bas pour m'imprégner des ondes, ce que la pierre dégage, ce que les murs dégagent. J'ai besoin de... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... C'est pour ça que peut-être je ne pourrais jamais écrire de la vraie fiction, parce que il y a un côté réel qui doit être là pour moi. Tu t'inspires de gens que tu as rencontrés, de personnes de la vraie vie? En fait, peut-être je triche un peu, je ne sais pas. Il n'y a pas de tricherie. Je dois le dire ou pas, mais bon. Non, en fait, je ne m'inspire pas d'une personne. En fait, je prends plusieurs personnes et je mixe ça, par exemple. Quand je suis dans les transports en commun,
je regarde beaucoup les détails, la physionomie des gens, leur visage, tout ça. Le diable est dans le détail, comme on dit. Absolument. Donc, je peux prendre un nez d'ici, des yeux de là, des cheveux de là. Ça dépend le personnage que je veux. Mais oui, je m'inspire beaucoup. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, le Maroc. Au Maroc, il suffit de monter dans un taxi et tu vas à tous les coups sortir avec une histoire. Il se passe des choses. Parce que le chauffeur du taxi va te parler. Il va te raconter des choses. Et ça moi, quand j'étais petit, par exemple, et comment dire, cette tradition orale qu'on a au Maroc, elle m'a forgé. Parce que moi, quand j'étais petit, je vais avoir 10-12 ans, c'est un peu plus, 13 ans, j'allais à Marrakech, j'allais à la place Jemaa el-Fna. C'est là où il y a d'ailleurs, c'est une place qui est enregistrée chez le patrimoine de l'UNESCO. Bref, et j'étais dans cette place. Cette place-là, c'est la place des compteurs en journée. Il y avait des compteurs de place publique. Cette place publique qui racontait les légendes, les choses. Et moi, il suffisait d'avoir 5 dirhams, c'est-à-dire un demi-dollar, 50 centimes que tu donnes au compteur, et tu es là pendant des heures. Moi, il m'est arrivé de passer des après-midi à écouter ça et à rêver de ces légendes. Ça m'a sûrement forgé. C'est pour ça que je te dis, c'est plus la rue qui m'inspire que les autres romanciers, avec tout le respect que je dois à tout le monde, plutôt que les autres livres ou les autres romans. Bien sûr que je lis sûrement inconsciemment, je suis influencé par ça, c'est sûr et certain, mais en tout cas pas d'une manière consciente. Laura l'inspire, prenez-en de la graine, chers éditeurs de Choc FM, la radio inspire aussi. Pour ce qui est de l'écriture, aujourd'hui il y a des audiobooks qui peuvent aussi être peut-être un support un petit peu moderne. On parle aussi beaucoup de podcasts et je crois que cette tradition-là est dans une sorte de renouveau en ce moment. C'est vrai, tout à fait. 2019, donc l'inspecteur Dalil à Paris, édition Gigal, c'est, si je ne m'abuse, finaliste du Grand Prix de littérature policière de 2019. J'ai l'impression que tu as quand même touché dans le mille très vite, tu as séduit la critique avec cet inspecteur, avec ce roman policier aux racines marocaines, y compris donc à Paris. Comment est-ce que tu expliques c'est parce que justement il y avait vraiment pas de roman policier d'Afrique du Nord Non, d'Afrique du Nord, il y en avait. Il y avait des romans algériens, d'auteurs algériens, des romans policiers qui sont mais par rapport au Maroc, intrinsèquement, il y avait, j'étais presque le seul, je pense, à cette période-là. Donc au Maroc, c'était plus facile. Mais par contre, en Europe, c'est autre chose. Parce qu'en fait, moi, je crois que, pourquoi, comme tu dis, peut-être que le succès, entre guillemets, hein, le succès est arrivé vite. Bah, je pense que je dois beaucoup ça à mon personnage principal, l'inspecteur Dalil. En ce qui concerne le polar, parce que j'écris pas que ça, mais je lui dois beaucoup à ce personnage. Parce que c'est, encore une fois, il y avait une maison d'édition, Gigal, qui font un boulot vraiment super avec Jimmy, que je salue. Parce qu'ils sont spécialisés dans le polar, ils font que ça. Et c'est eux qui m'ont contacté après l'inspecteur Dalil à Casablanca, qui est le roman. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit, est-ce que ça ne t'intéresse pas de publier chez nous un autre inspecteur? J'ai dit, jackpot, ok, pourquoi pas. Et c'est parti. Et donc c'est pour ça, et c'est ce roman-là qui a été finaliste du Grand Prix de littérature policière. Et je venais d'arriver. C'est pour ça, je venais d'arriver dans le monde littéraire européen, on va dire, surtout de l'Hexagone, en France. Et en fait, quand mon éditeur m'a appelé, il m'a dit oui, Soufiane, tu es finaliste du Grand Prix littérature policière. En sachant que ce prix-là, au départ, il y a à peu près 4000 romans qui sont en concurrence. Et après ça, il n'en reste que 5. Et moi, j'étais parmi ces 5-là. Il en reste après 17, et après les 17, les 5. Il m'a dit, ouais, tu es finaliste. Donc, moi, je connaissais ce prix, mais juste de nom comme ça.
Donc je lui dis, ouais, c'est bien. Il m'a dit, ouais, je suis pas trop content. Je C'est dis, même si, très bien. si. Ouais. Mais après, je suis parti voir sur Internet. Et quand j'ai vu les noms des auteurs qui étaient avec moi en concurrence, Sélection, ouais. je suis tombé de l'armoire. Je suis Ouais, vraiment tombé ouais, de l'armoire. Et c'était vraiment... C'était magique. Je me disais, ah, ça y est, j'ai le pied dedans. J'ai le deuxième pied maintenant dans l'étrier, quoi. Et malgré tout, Sofiane, malgré tout ce que tu dois, cet inspecteur Dalil, tu décides de changer, entre guillemets, radicalement à la fois de style, de genre littéraire et d'abandonner pour un temps cet inspecteur avec ton roman paru en 2021 aux éditions canadiennes David, c'est Zara qu'on a eu l'occasion, dont on a eu l'occasion déjà de parler ensemble. Mais peut-être peux-tu nous rappeler en quelques mots quelles sont les circonstances qui ont fait que tu as décidé de passer à ce nouveau genre, pourquoi et qu'est-ce que tu as voulu faire avec Zara, un roman qui est paru aussi en pleine pandémie, il faut le signaler que peut-être ça a été quelque chose de particulièrement complexe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, pour la première partie de ta question, en fait, je commence à avoir des problèmes au bout du deuxième inspecteur Dalil de la série, parce qu'en plus, mon éditeur m'a demandé d'en écrire encore, d'en faire vraiment une série. J'avais une peur bleue, en fait, de rester dans cette case d'écrivain de romans policiers. Parce que... tu ne voulais pas être catalogué, quoi. Non, j'ai horreur des cases, vraiment, tu vois. Et quand on est écrivain de romans policiers, c'est très dur de sortir de cette case-là, parce que le public, il veut rien d'autre. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, je crois que j'avais déjà dit ça, mais c'est ce qui est arrivé à Conan Doyle qui a écrit Sherlock Holmes. S'il voulait écrire d'autres choses, il a essayé, oui. Il a essayé aussi, ça, exactement. Ouais. Et voilà, le public ne voulait rien savoir. Ouais. Il voulait du Sherlock Holmes, enfin, il voulait du polar, quoi. Et voilà, moi j'avais peur d'écrire toute ma vie que des polars et d'être dans cette case-là, alors que je sentais que j'avais autre chose à dire ou à écrire plutôt. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai écrit Zara. Zara, j'ai écrit ce roman quand j'étais au Maroc, avant d'arriver ici. Ah d'accord. Ouais, avant d'arriver ici. Bon, je ne l'ai peaufiné quand je suis arrivé ici, mais je l'avais déjà écrit presque en entier là-bas, au Maroc. Et c'est un roman qui rencontre aussi du succès avec une nomination au prix Alain Thomas du Salon du Livre de Toronto 2022, mention spéciale du jury du prix Champlain 2022, place de finaliste au prix Trillium 2022. Donc là aussi, j'allais dire que tu touches dans le mille et au Canada, là encore, la critique applaudit ton travail. Oui, la critique a été vraiment, vraiment très bien pour Zara, malgré le fait que j'avais peur au début, parce que quand on écrit un roman, on est un peu égoïste, on ne pense pas à la critique et on ne pense pas au public. C'est une fois que le roman est fini, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, une fois que le roman est fini, c'est là où on commence à se dire qu'est-ce que le public va penser, qu'est-ce que la critique va penser. Et franchement, elle était super clémente, j'allais dire, mais elle était super bien, la critique ici, parce que voilà, ce roman, je l'ai écrit aussi avec les tripes. Et je pense, comme toute chose qui vient de l'intérieur ou de l'âme ou des tripes, qui vient ça ne peut donner que de bonnes critiques, je pense. Parce que voilà, on met tout là-dedans et c'était une histoire qui me tenait vraiment à cœur, quoi. Et donc voilà, j'ai couché ça sur le papier, comme on dit, ou plutôt sur l'écran. Et oui, la critique, les prix ont suivi, surtout le prix la finaliste de Trillium. De Trillium, qui est le plus grand prix d'ici en Ontario. La mention spéciale, c'était aussi simple. Et je me suis dit, écoute mon vieux, tu sais écrire autre chose que du polar, donc on va continuer comme ça. Est-ce que le fait d'avoir publié pendant la pandémie, on parlait tout à l'heure un petit peu en ronde, ça a eu un rôle malgré tout dans la réception du roman? Est-ce que tu penses que
tu regrettes de l'avoir publié si tôt, entre guillemets, parce que même si la critique était très bonne et qu'on en a beaucoup parlé, nécessairement ça a été plus compliqué, comme pour tous les artistes, hein, j'allais dire, les artistes vivants, les artistes, les musiciens et les auteurs. Eh bien, je crois que vous avez tous souffert de cette pandémie. Est-ce que ça a été pour toi une période propice parce qu'on imagine toujours l'auteur très introspectif, qui a besoin de calme et de sérénité. Est-ce que ça a aidé cette pandémie à te concentrer sur ton travail, ou au contraire, tu as peut-être, comme certains d'entre nous, ça t'a décroché de la réalité, ça t'a empêché peut-être un petit peu de t'inspirer de la vie réelle? J'ai envie de te dire oui ou non, parce que déjà le fait que le Zara a été publié en février 2021, donc en pleine pandémie, tout était virtuel, les salons littéraires, pour te dire, j'ai même fait une séance de dédicace virtuelle, alors que rencontrer ses lecteurs, c'est vraiment très 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 important pour un auteur. C'est là où on a un retour direct, parce qu'encore une fois, on fait ça pour le lecteur, et non pas pour l'éditeur, ou non pas pour quelque chose d'autre. Vraiment parce que quand on écrit quelqu'un qui va lire ton roman, c'est quelqu'un qui va passer, je sais pas moi, plusieurs heures, des dizaines d'heures de sa vie à lire ce roman-là. C'est-à-dire qu'il va te concentrer une dizaine d'heures de sa vie, il va te les donner. Donc il faut assurer quand même. Et il faut lui donner un rendu qui mérite ça. Ouais. Mais on dit souvent que le travail justement d'écrivain, c'est très solitaire. Et c'est donc dans les salons littéraires en particulier que c'est une des seules opportunités finalement que vous avez de rencontrer ce public. De rencontrer ce public. Parce qu'on n'est pas comme des... Et tant mieux, franchement tant mieux. Parce qu'on n'est pas comme par exemple des acteurs ou des gens connus. Ouais. Parce que, bon, pour te dire d'ailleurs, mon premier roman, j'ai dit à mon éditeur, l'inspecteur Dalila Casablanca, j'ai dit à mon éditeur, je ne veux pas de ma photo en dernière page de couve. Ah oui. Je veux pas que les gens... Tu fuis cette célébrité. C'est pas ça. Je veux que les gens connaissent mon nom, mais pas mon visage. En fait, c'est ça un peu... C'est ça un peu et comme tu dis, donc personne, on ne nous connaît pas. Quand on est dans la rue ou quoi, personne... il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui te connaît, mais sinon, voilà, il y a cette espèce d'anonymat que j'aime bien, et on sort de cet anonymat. Les seules fois où on peut sortir de cet anonymat-là, ce sont lors des salons littéraires. Et c'est là vraiment où on rencontre. Parce que franchement, c'est pas pour dénigrer le travail des critiques littéraires ou des journalistes et tout, mais franchement, en ce qui me concerne, les meilleures critiques comme les mauvaises critiques, et les meilleures critiques qui ont fait que j'ai appris de mes erreurs, que j'ai avancé, ça venait des lecteurs. Ouais. Ça venait plus de lecteurs. Ah oui. Ouais. Donc les salons, ouais, c'était vraiment là on rencontrait c'est intime un salon littéraire, c'est intime, et j'aimais beaucoup ça. J'ai beaucoup souffert le fait qu'il n'y avait plus ça, surtout. Et les salons littéraires, on en fait beaucoup après la sortie d'un roman. Donc j'en ai pas fait, j'en ai fait des virtuels. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de monde parce que c'est virtuel. Mais par contre, comme tu disais, moi, la pandémie, c'était les restrictions, tout ça, de rester chez soi, tout, pendant la pandémie, c'était bénéfique pour moi. Ouais. Parce que, voilà, j'ai écrit L'inspecteur Dalil à Beyrouth, le dernier, pendant la pandémie. J'ai écrit un long métrage, j'ai co-écrit un scénario d'un long métrage avec mon ami Fahd Benchemsi, l'acteur. Un film qui va être tourné bientôt en 2023. Ah, bah c'est formidable, on va en parler, tout de suite. Et donc j'ai eu, qu'est-ce qu'il nous faut, le temps. Donc j'ai eu ce temps-là. Ouais. Je l'ai eu, et tu peux pas dire, pourquoi je suis à la maison, il y a plein de trucs à faire dehors, je suis en train de perdre. Non, il n'y avait rien à faire dehors. Mais tu as réussi à le mettre à profit, ce qui est formidable, parce qu'on a été beaucoup à se dire, si seulement j'avais du temps, et lorsqu'on avait eu ce temps-là, on a peut-être un petit peu procrastiné. Pour l'être humain,
Guillaume, je t'apprends rien, pour l'être humain, le vrai luxe, c'est le temps. C'est vrai. C'est la seule chose qui est vraiment luxueuse pour nous, quoi. Et donc tu as pu écrire L'inspecteur Dalil à Beyrouth. J'imagine que Beyrouth, c'est là aussi une de tes destinations pour laquelle tu t'étais rendu précédemment. Tu connais bien le Liban? Ouais, je connais le Liban. Enfin, je suis resté un peu plus de 3 semaines à Beyrouth et les alentours. C'était vers 2016-2017. Il y avait un camp d'entraînement de Daesh pas loin. C'était encore très tendu. Donc j'ai profité de cette. Moi, j'étais invité à l'époque. J'étais invité par l'armée libanaise pour parler du printemps arabe. Printemps, je mets des guillemets pour mon printemps. Donc voilà, et j'en ai profité pour tourner. Quand j'étais là-bas, je savais que j'allais écrire un roman dont les événements se passeront à Beyrouth parce que c'est incroyable. Rien que les murs à Beyrouth, les murs racontent des histoires, c'est vraiment incroyable. Et c'est ces aspérités-là que tu recherches, justement, qui t'inspirent. Exactement. Alors, tu as peut-être déjà un petit peu répondu à la question, mais je vais te faire quand même le clin d'œil. Tu vis maintenant à Toronto depuis 2018. Tu dis que tu as emmené ton inspecteur favori dans différentes parties du monde où tu t'es rendu. Est-ce qu'on pourrait imaginer un inspecteur Dalil à Toronto? Dans le 1000, c'est le prochain, c'est prévu ça. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être c'est dans le 1000, c'est prévu. Là, je prépare un autre roman qui se passe ici aussi, mais qui n'est pas un roman policier du tout. C'est pour David, pour la maison d'édition de David, qui n'est pas du tout un roman policier. C'est l'histoire d'une chaise. D'une chaise, d'un objet. Alors ça, c'est très original. Et après, juste après ça, j'ai l'intention d'écrire un inspecteur Dalil, mais à Toronto. Parce que maintenant, je commence à connaître la ville, connaître un petit peu. Et c'est une ville aussi qui s'apprête très très bien au roman policier, Toronto. Oui. Bon, alors je vais faire attention parce que je pourrais me retrouver peut-être dans le roman. Juste un bout de toi. Peut-être juste un petit bout, ça sera un honneur. Sofiane Chakouche, si tu étais un personnage de fiction avant de passer justement à ton travail scénaristique, parce que là ça m'intéresse aussi beaucoup, si tu étais un personnage de fiction, quel serait ce personnage? Personnage de fiction, ça c'est... Une bonne question. Tu peux avoir le droit à plusieurs si plusieurs noms te viennent. Je serais peut-être Tom de Tom et Jerry. J'aimais beaucoup. Ah oui? Tout le monde aimait Jerry parce que c'est lui qui faisait le bien. Mais moi j'aimais beaucoup Tom. Et il perdait tout le temps. Je serais Tom, un petit peu, un grain de folie, un peu rebelle. Je serais ça. Intéressant. Et je note aussi que tu n'as pas pris un personnage nécessairement littéraire. Plutôt de la pop culture. C'est cette culture pop, cette culture des dessins animés américaines ou internationales, c'est quelque chose qui t'a nourri, enfant? Oui, enfant, beaucoup. Parce que, encore une fois, on avait la chance d'avoir des dessins animés en arabe. Là-bas, des dessins animés qui viennent d'Europe, des dessins animés qui viennent... Donc c'était un mélange de culture. Déjà un mélange. Déjà un mélange depuis... j'ai beaucoup... à l'époque, moi je suis vieux, j'ai 45 ans, tu vois. À l'époque, c'est jeune. On avait droit à la télé marocaine, et on n'avait qu'une seule chaîne, et on pouvait regarder je crois, de 19h à minuit, mais de 18h à minuit, entre 18h et 19h, c'était les dessins animés. Donc j'étais tout le temps devant ces dessins animés. Maintenant, c'est autre chose. Il y a l'embarras du choix. Alors passons au cinéma, puisque je sais que tu es cinéphile aussi, et tu m'as dit tout à l'heure être scénariste, avoir écrit plusieurs scénarios. Et donc là, tu m'annonces que l'un d'entre eux va même être tourné l'année prochaine. En 2 mots, est-ce qu'on parle encore de polar ou est-ce que c'est un genre différent? En fait, j'ai pas écrit beaucoup de scénarios. J'en ai écrit 2. C'est déjà un pluriel. C'est déjà un pluriel, c'est vrai. Donc j'ai coécrit
Khmis, c'est que ça s'appelle Khmis, le film, avec mon ami d'enfance, qui lui est déjà dans le domaine, qui est acteur, tout ça. Ok. Donc on a coécrit, et il est acteur, il est aussi musicien. Il joue de la musique guinawa, je ne sais pas si tu vois un peu c'est quoi, c'est de la musique dont les origines viennent d'Afrique subsaharienne. Il y a beaucoup de mysticisme dans cette musique-là. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que lui, il est venu avec son univers et moi avec le mien du polar, et on a mélangé les deux. Et c'est une histoire de meurtre dans une confrérie de Gnawa, tout ça. Et voilà, ça part de là. Donc on a mélangé nos deux univers et on a proposé ça à un producteur et il était content du boulot. Voilà, c'est parti. Donc normalement, le tournage commencera en 2023 au Maroc. Au Maroc. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais là-bas pour ça. Et ton ami co-scénariste va jouer dans le film? Rôle principal, ouais, c'est lui, exactement. Lui va jouer dans le film, exactement. Le film est tourné en arabe ou en français? Le film, il est tourné en arabe, okay. Sous-titré en français, mais le producteur a une vision plutôt internationale que marocaine pour ce film. D'ailleurs, on a fait quelques arrangements parce qu'on a fait appel il a fait appel le producteur qui s'appelle Mouner Abbal. Il a fait appel à un script docteur, ce qu'on appelle un script docteur. Donc, on a dû arranger des choses pour que ça soit pour que ça ait une ampleur plus, une connotation plus internationale que marocaine. Oh, l'écriture d'histoire, de raconter une histoire, c'est ce qu'on appelle le storytelling en anglais. C'est un peu la même chose pour un roman, pour une nouvelle, pour un scénario, pour plein de choses. Mais est-ce que tu as fait un travail particulier là pour appréhender ce genre nouveau, ou est-ce que tu as écrit ça un peu comme tu écris un inspecteur Daly, par exemple? Non. Au début, ouais. Au début, parce que je trouvais que c'était plus facile d'écrire un scénario que d'écrire un roman, parce que moi, je passe du temps à chercher mes mots. Je veux que ça soit le plus parfait possible. Je sais que cette phrase ne veut rien dire, mais le plus parfait possible pour le lecteur, d'accord? Chose qu'il n'y a pas dans le scénario, ça va plus vite. C'est pas qu'on bâcle, mais ça n'a pas besoin de décrire. C'est très dépouillé un scénario. Le boulot, voilà. Mais par contre, j'ai eu au début beaucoup de critiques de tu écris un scénario comme un roman. Il faut que tu te détaches de l'écriture du roman Donc du coup, je me suis dit, ce qu'on va faire, on va quand même faire une vraie formation de scénariste. Comme ça, je considère pas que je suis un imposteur, encore une fois, sur la chose. Donc, j'ai postulé pour le programme Élan de scénarisation ici en Ontario et j'étais pris et on vient de commencer là en décembre la formation qui va durer pendant 9 mois avec le scénario d'un nouveau film, d'un autre film que j'écris tout seul. Donc là, canadien qui s'appelle Wawa, par rapport à la légende de Wawa, ici. Et c'est avec ce film-là qu'on fait la formation. Et peut-être, si ça va jusqu'au bout, peut-être que ça va être aussi tourné avec un producteur ici. Intéressant. Si ça va jusqu'au bout. C'est le but du programme Élan, en fait. Que de projets, que de projets. Ouais. Alors, tu me disais aussi, je ne sais pas si on peut en parler, sinon on coupera tout à l'heure, mais tu es aussi un de nos confrères journalistiques au sein de ONFR, à la franchise de TFO, mais tu as décidé que peut-être tu allais prendre un petit peu de recul par rapport à ça pour te consacrer encore davantage à l'écriture. Ça veut dire que vraiment c'est maintenant la voix qui est la tienne et il n'y a pas de retour en arrière. Non, pas de toute façon, je crois que j'ai dépassé le point pour retourner en arrière, mais non, pourquoi je vais retourner en arrière? Je suis quotidiennement à la quête de mes rêves, donc pourquoi reculer? Non, au contraire, j'aimerais aller encore plus vite. Mais ouais, tu as raison. Je compte prendre du recul bientôt par rapport à ma profession de journaliste. Pourtant, c'est une profession que j'exerce depuis 2010. Ouais. C'est quand même 12 ans, 13 ans. Dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Sur plusieurs continents, exactement. Avec différentes circonstances. Circonstances, exactement. Et là, j'étais à TFO, je suis toujours à TFO. Je m'occupe de Queen's Park.
Je suis journaliste parlementaire, reporter parlementaire. Est-ce que ça, cette réalité-là, peut-être malgré toute l'aridité politico, voilà, est-ce que ça t'inspire aussi, ces méandres Bien de sûr. Queen's Park? Ouais, ouais. Oui, bien sûr. Humainement ou sur le fond, sur les questions qui sont débattues? Hum, Pas vraiment sur les questions qui sont débattues, pas vraiment ça, mais humainement. Ouais. Humainement, c'est-à-dire, voilà, quand tu es plus proche des politiciens, tu sais comment ils marchent, comment ils réfléchissent, comment... Ça, c'est très utile dans un roman politique, comment ils se comportent dans les coulisses. Ça donne une fibre réaliste. Réaliste, Ouais. exact. Et c'est moi, je suis toujours à la recherche de ce réalisme-là. Donc ouais, ça m'a beaucoup aidé. Au début, quand je suis arrivé ici, ouais, j'entendais parler de Doug Ford. Après, quand tu le vois en direct, et même en parler, c'est autre chose. Tu te dis, bah, finalement, c'est un être humain comme tout le monde. Ouais, ouais. Voilà, ouais. Sofiane Chakouche, l'heure est déjà presque terminée, mais on a, je pense, brassé pas mal de sujets pour les auditrices et les auditeurs plus jeunes qui rêvent aussi de poursuivre leur rêve, d'aller plus loin et peut-être en écriture, en littérature, en poésie, en musique, tout ce qu'on veut. Quel serait ton bon conseil pour, au-delà du lieu commun de poursuivre vos rêves? Là, on a compris que c'est un long chemin semé d'embûches, mais que avec beaucoup de ténacité, on peut y arriver. En tout cas, tu as, j'espère, un modèle, un exemple pour nous. Mais quel serait ce que tu voudrais, quel serait le message que tu voudrais faire passer à la jeunesse qui aurait envie mais qui n'ose pas se lancer? Ben, je sais pas quoi dire, je suis pas vraiment en mesure de donner des conseils, je me prétends pas. Prof, quoique, j'ai été prof de journalisme pendant 7 ans. Ouais, ici, aussi, moi. parmi tes nombreuses. Ouais, mais si j'ai un conseil à leur dire, c'est franchement, si vous savez, si vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez cette passion-là, surtout ici. Pourquoi je dis surtout ici? Parce qu'il y a des subventions, on peut quand même vivre avec. Si vous avez cette passion-là ancrée en vous, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les gens qui vont dire non, qui vont dire des choses négatives sur votre passion. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas passionnés. Donc ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de ce qui... J'ai envie de dire ce qui vous range de l'intérieur. Ils ne savent pas, donc ils ne pourront jamais vous donner un bon conseil. Il faut qu'ils connaissent ce sentiment pour qu'ils vous donnent un bon conseil. Donc les gens qui sont négatifs ou qui prétendent que, voilà, on peut pas... Moi j'ai entendu beaucoup cette phrase. Qui vit avec les mots? J'ai entendu vraiment beaucoup cette phrase-là. Est-ce que tu es fou? Qui vit dans ce pays avec les mots? Mais voilà, la preuve, on peut. Des gens le font. Ouais. Donc voilà, il faut Donc, pas, ce qui est négatif, il faut le mettre de côté et insister. Vraiment, la clé, c'est on peut être bourré de talent, mais si on rencontre pas les bonnes personnes, on n'insiste pas, ça sera du gâchis. Parce que vous allez jamais être reconnu. Donc je pense que ouais, tout ce qui est négatif, on enlève. Ici au Canada, on peut vivre en tant qu'artiste, on peut vivre, on ne sera pas riche, mais on peut vivre. Mais la vraie richesse, c'est de vivre de sa passion. Il n'y a pas une richesse mieux que celle-là, parce qu'on a quoi? C'est quoi la moyenne de l'espérance de vie ici? 80 ans, 81 ans, c'est tout ce qu'on a à vivre. Hein. Donc il vaut mieux le vivre avec sa passion, avec ce qu'on aime faire. Aucun regret donc par rapport à ta carrière, ta première carrière? Zéro, jamais. Non, zéro. En sachant que je gagnais 5 fois plus ma vie avant. C'est ça. Donc c'est pas vraiment l'argent qui fait le bonheur. Je pense qu'on en a une preuve de plus. Sofiane Chakouche, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et de te prêter à ce jeu de questions-réponses. Est-ce qu'il y a une date déjà fixée pour le prochain roman? Est-ce qu'on peut retrouver des informations pour te suivre sur les réseaux? Est-ce qu'il y a un site internet? Sur les réseaux. Moi, j'ai pas de site. Je suis pas très actif sur les réseaux. Mais oui, j'ai une page Facebook, j'ai Twitter aussi. Mon dernier livre, roman L'inspecteur Dali, à Beyrouth, il est sorti en septembre, donc c'est tout récent.
La date j'ai pas une date fixe pour le prochain, parce que là, je me concentre plus sur le cinéma, Oui. mais sûrement fin 2023, ouais, sûrement. Alors, on suivra ça de près. Et tu m'invites quand tu veux. Tu seras le Guillaume, je serai bienvenu. là. Un grand merci, Sofiane. Merci à toi, hein, vraiment.